Le procès de Sean Diddy Combs a débuté à New York. Le rappeur est accusé d'entreprise criminelle et d'exploitation sexuelle et risque au moins 15 ans de prison. C'est l'un des débats les plus clivants. Le projet de loi sur la fin de vie revient sur le devant de la scène à l'Assemblée nationale en France avant un vote prévu fin mai. Des étudiants serbes participant à une course protestataire depuis Novi Sad sont arrivés à Bruxelles. Ils veulent ainsi dénoncer la corruption dans leur pays. Une violente vidéo et 2 témoignages. C'est ainsi qu'a débuté le procès du rappeur Sean Combs, connu principalement sous le nom de P. Diddy, jugé pour trafic à des fins d'exploitation sexuelle, transport de personnes à des fins de prostitution, ainsi que des actes d'enlèvement, corruption et de violence regroupés sous l'inculpation d'entreprises criminelles. La procureure accuse l'ancienne icône du hip-hop d'avoir transformé son entreprise Bad Boy Entertainment en une organisation qui a contraint des femmes à satisfaire ses désirs sexuels pendant 2 décennies. L'une de ses victimes est son ancienne compagne, Cassie Ventura. Celle-ci a été brutalement battue à plusieurs reprises par Sean Combs. Le rappeur l'a également menacé de diffuser les vidéos qu'il filmait quand elle devait participer à des marathons sexuels avec des travailleurs du sexe. L'accusation a présenté une vidéo du rappeur en train de rouer de coups Cassie dans un couloir d'un hôtel de Los Angeles en 2016. Des images captées par des caméras de vidéosurveillance et déjà diffusées en 2024 par CNN. La vidéo a été accompagnée de 2 témoignages, dont celui d'Israël Flores, agent de sécurité intervenu ce jour-là. Sean Combs a plaidé non coupable de tous les chefs d'accusation. S'il est reconnu coupable, il risque au moins 15 ans de prison. Le Hamas a libéré lundi après-midi l'otage israélo-américain Edan Alexander. Ce soldat de 22 ans était détenu dans la bande de Gaza depuis les attentats du groupe islamiste en Israël le 7 octobre 2023. Une libération rendue possible entre autres par des discussions entre les États-Unis et le Hamas au Qatar. Interrogé par Euronews, le ministre israélien des Affaires de la diaspora fait le point sur la situation des otages encore détenus. We know about 21 hostages that we know that they are alive. We have 3 that they are in. We have no signs that they are neither killed or neither alive, so we are not certain. And then the rest are considered to be not alive. That is the current situation now. With Edan Alexander, we are going down to 20. Hamas could have laid down their weapon, bring back the hostages, and the war could have been ended. It did not happen. So we need to continue the war to dismantle Hamas. Israël estime que la libération d'Edan Alexander est due en partie à la pression militaire exercée sur le Hamas dans la bande de Gaza. Si des pourparlers sur la libération des otages restants et sur un cessez-le-feu à Gaza pourraient avoir lieu dans les jours qui viennent, la position d'Israël semble ferme. We cannot afford ourselves another October 7. We cannot afford ourselves a situation in which Hamas is rebuilding its military capabilities. La Croix-Rouge et l'Organisation mondiale de la santé alertent de leur côté sur la situation dramatique de la population de Gaza, privée d'aide humanitaire depuis de longues semaines. Les États-Unis et la Chine se mettent d'accord pour une suspension temporaire des droits de douane. À l'issue de pourparlers à Genève ce lundi, les 2 pays ont signé un accord visant à désamorcer le différend commercial qui les opposait depuis quelques mois. Selon le secrétaire au Trésor américain, les 2 parties aspirent à une collaboration plus équilibrée, sans pour autant atteindre un point de non-retour. The consensus from both delegations this weekend is neither side wants a decoupling. And what had occurred with these very high tariffs, as Ambassador Greer said, was the equivalent of an embargo, and neither side wants that. We do want trade. We want more balanced trade, and I think that both sides are committed to achieving that. We would like to see China open to more U.S. goods. À partir du 14 mai, les États-Unis appliqueront 30% de droits de douane sur les produits chinois, tandis que les marchandises américaines exportées vers la Chine seront soumises à des droits de douane de 10%. De nouveaux tarifs qui seront appliqués pendant 90 jours dans un premier temps. Pour les analystes, cet apaisement des relations est un soulagement.
L'accord temporaire s'avère même être plus avantageux que leurs prévisions. La hausse des tarifs douaniers ces derniers mois avait déjà commencé à avoir un impact sur le commerce bilatéral qui était estimé à 595 milliards d'euros l'année dernière. Si cette pause temporaire envoie un signal positif, cet accord ne marque pas la fin des tensions économiques sous-jacentes entre les États-Unis et la Chine. Les parlementaires français ont commencé à examiner 2 propositions de loi concernant la fin de vie. L'une visant à renforcer les soins palliatifs, l'autre à légaliser l'aide à mourir pour les adultes atteints d'une maladie incurable en phase avancée ou terminale. La proposition autorise l'accès à une substance létale administrée par le patient lui-même ou par un professionnel, sous certaines conditions strictes, notamment la capacité du patient à exprimer clairement son souhait de mettre fin à sa vie. Écoutez Olivier Falorni, rapporteur du projet. Que veut dire vivre quand vivre n'est plus que souffrir sans espoir de guérison? Cette question, nous ne devons pas l'occulter. Au contraire, nous devons l'aborder avec respect et humilité. Le respect d'écouter les malades et de ne pas s'arroger le pouvoir de décider pour eux-mêmes. Soutenu par les députés Renaissance et par une grande partie de la gauche, le projet de loi est attaqué par la droite et les députés RN qui refusent de parler d'euthanasie et soutiennent que les soins de fin de vie devraient plutôt être au centre des préoccupations. Aucun pays n'est allé aussi loin, à la fois dans l'ouverture, le caractère expéditif, la faiblesse du contrôle, la pression que cela mettra sur les plus vulnérables. Ce qu'il fallait aux soignants et aux malades, c'était du temps pour soigner, soulager, accompagner. À l'extérieur de l'Assemblée, des opposants au projet de loi se sont rassemblés, habillés en soignants, accusant le gouvernement d'ignorer la crise des soins palliatifs en France. Nous avons voulu manifester le scandale au fond qu'il y a à prétendre légaliser suicide assisté et euthanasie alors même que notre système de santé est si fragilisé, le risque étant que des personnes se tournent vers ces solutions de mort par défaut de soins appropriés. J'ai eu une tante qui avait de réelles souffrances psychologiques. Elle n'arrivait plus à vivre toute seule, elle est allée dans l'EHPAD et il n'y avait personne. Le médecin généraliste venait une fois tous les 2 mois et il n'y avait personne pour soulager ses souffrances psychologiques. Du coup, elle a tenté de se suicider. Je ne veux pas d'une société où on abandonne ces personnes. Je voudrais vraiment que un psychiatre puisse l'aider à sortir de son mal-être. Les députés voteront à la fin du mois de mai. Fait inhabituel, aucun parti n'a donné de consigne de vote, laissant chaque député libre de choisir selon ses convictions personnelles. Des étudiants serbes participant à une course protestataire de près de 2000 km sont arrivés à Bruxelles. Leur périple a commencé à Novi Sad, où 16 personnes ont perdu la vie après l'effondrement d'un auvent en béton dans une gare il y a 6 mois. Une catastrophe qui a déclenché un mouvement national de lutte contre la corruption largement mené par les étudiants. La course a duré 18 jours et traversé 8 pays différents. La traversée de l'Europe s'est déroulée sous la forme d'un relais, chaque participant courant 15 km par jour jusqu'à sa destination finale. Ce marathon visait à attirer l'attention des institutions européennes sur les revendications des manifestants contre la corruption et pour l'état de droit en Serbie. Les coureurs ont transmis aux députés européens une lettre pour mettre en lumière ce qu'ils appellent une profonde crise politique et sociale dans le pays. Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis et son homologue italienne Giorgia Meloni se sont rencontrés à Rome à l'occasion de leur 2e sommet intergouvernemental. Une réunion visant à renforcer les relations bilatérales entre Rome et Athènes en matière d'énergie, de sécurité et de politique migratoire. Les 2 dirigeants ont annoncé la construction d'un câble sous-marin reliant l'Italie à la Grèce pour renforcer la sécurité énergétique de la région et ont signé un accord pour moderniser les infrastructures ferroviaires entre les 2 pays. La guerre en Ukraine a également été abordée. Les 2 chefs de gouvernement ont réaffirmé leur engagement en faveur de la paix.
Le président de l'Eurogroupe et ministre irlandais des Finances, Pascal Donohoe, salue la décision des États-Unis et de la Chine de réduire leurs droits de douane pendant 90 jours. Selon le responsable politique, cette accalmie dans la guerre commerciale constitue un signe positif pour l'évolution des relations entre Washington et Bruxelles. It's extremely encouraging. It is also a reminder of the volatility of the era that we are in, but amidst that volatility, China and the US clearly recognizing the value of trade and how that particular trade relationship can have such a significant effect on the performance of their own economies. And I see that as being a positive signal, but it's also very obvious there's a whole lot of work that now has to flow from that, particularly then in terms of the engagement that the EU has with the US. Pascal Donohoe soutient l'approche progressive adoptée par la Commission européenne visant à parvenir à un consensus avec les États-Unis. Le président de l'Eurogroupe émet cependant des réserves quant à l'idée que l'UE puisse spécifiquement cibler les services numériques. Ireland and I have long-standing concerns regarding the role and use of digital services taxes. And my sense is that in the debate that is now taking place at the moment, it is understood as an option, but it's also understood as an option that could have very significant consequences. Afin de renforcer la compétitivité de l'Union européenne, Pascal Donohoe appelle également à développer le marché unique numérique. Retrouvez l'intégralité de son entretien ce jeudi dans The Europe Conversation.